Se servir de la logique et de la raison n'est pas suffisant. Il faut aussi se conduire comme un connard envers tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Comment la raison peut-elle être détournée et mise au service du n'importe quoi? La déchéance de rationalité, c'est le sujet du jour dans Philosophie. Incontestablement, Gérald Bronner, nous vivons une époque d'extension du savoir. Extension du domaine du savoir, multiplication des moyens d'acquisition du savoir. Certains parlent de démocratisation du savoir. Et qui ne s'en réjouirait? Reste que, et c'est de cela que nous allons parler, cette extension du savoir est aussi une extension de la crédulité. Et on trouve d'autant plus de choses délirantes en ligne ou ailleurs que les gens ont accès aux outils dont ils étaient dépourvus auparavant. Comment comprenez-vous ce double mouvement de développement, d'extension du savoir et d'expansion de la crédulité ou du délire? Effectivement, c'est très paradoxal, puisqu'on aurait pu espérer qu'avec la disponibilité de l'information, le développement de la connaissance, on aboutirait à une forme de démocratie éclairée. Et c'est peut-être pas perdu d'ailleurs. Gérald Bronner est professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Il est notamment spécialiste des phénomènes de croyance. Mais ce qu'on observe, en tout cas dans notre temps présent, c'est plutôt un surgissement de ce que j'avais appelé la démocratie des crédules. Alors on vit une époque à la fois fascinante et un peu inquiétante, mais tout à fait historique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Un peu. C'est un peu ou beaucoup. Et en tout cas, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les modèles intellectuels prétendant décrire le monde sont en quelque sorte en libre concurrence. La superstition, la magie, la religion, la science, la connaissance, les théories du complot, tout cela est au même niveau, comme des options comparables. Absolument. Et ça pourrait être une très bonne nouvelle dans un premier temps, parce qu'on se souvient, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mémoire. De l'écrasement de certaines opinions par d'autres. Absolument, par le pouvoir politique, par exemple. Il suffit de se souvenir qu'en Union soviétique, on n'avait pas le droit, à certains moments, de défendre la génétique. On pouvait être enjôlé pour cela, afin de laisser libre cours au délire d'un Lysenko, par exemple. Et donc, on peut supposer que le progrès de la connaissance doit s'adosser toujours à une libre concurrence sur le marché des idées. Seulement, la mauvaise nouvelle, c'est que dans cette libre concurrence, les produits qui sont proposés par la science et, disons, la rationalité en général ne partent pas toujours avec un avantage concurrentiel. La raison principale en est, nous sommes en train de le découvrir, que dans le fait qu'il y a plus d'informations disponibles, eh bien, la plupart d'entre nous, on va aller chercher des informations qui vont dans le sens de nos attentes et de nos croyances préalables. Et dans le sens de ce qu'on ne nous a pas dit. Absolument. Toute personne cherchant à interroger le réel, à chercher des anomalies dans des versions officielles, par exemple qu'elles soient historiques ou faits d'actualité, voire même dans le consensus scientifique, eh bien, elle trouvera toujours des ressources pour en effet contredire ce consensus, alors qu'auparavant, c'était une vie de labeur. Par exemple, quand on voulait construire une théorie du complot, on pouvait le faire, il y en a eu bien avant Internet, mais il fallait travailler des années. Là, en 10 minutes, en tout cas en une journée, vous pouvez construire facilement ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire une somme d'arguments. Pensez par exemple aux attentats de Charlie Hebdo qui ont vu le premier jour déjà plus de 25 arguments disponibles pour expliquer que ça n'avait pas eu lieu, voilà. comme on disait. C'était un attentat en fait fomenté par les services secrets américains ou français. Enfin, il y a toutes sortes de théories. Ce qui est intéressant d'ailleurs derrière les constructions des théories du complot, c'est qu'elles prétendent lutter contre un savoir qui est un pouvoir, puisque c'est en général la version officielle que l'on conteste, sauf que le savoir mis en œuvre, entre guillemets, dans les théories du complot, est également un savoir dicté par une opinion. Lui, l'est véritablement. Ah oui, beaucoup plus. Et d'ailleurs, il est très résistant à toute forme de réfutation. Et ça, c'est le grand génie du temps contemporain par rapport à la crédulité, c'est que ces millefeuilles argumentatifs sont composés de dizaines, voire de centaines d'arguments, pas seulement dans la théorie du complot, dans ceux qui contestent les vaccins, dans toutes sortes de théories de croyances. Eh bien, le problème, c'est que si vous contestez un à un ces arguments, il reste toujours encore un gros morceau. Et donc, il faut être capable d'être aussi motivé que les croyants.
Et le drame, c'est qu'il y a une asymétrie de motivation. En général, les crédules sont beaucoup plus motivés que les gens raisonnables. Et la dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire Internet, que nous voyons devant nous, dont nous sommes les contemporains, eh bien, et favorise les gens qui sont les plus radicaux, qui sont les plus motivés à faire valoir leur point de vue. Et j'ajouterais qu'une théorie du complot, c'est quand même plus marrant qu'une version officielle, ce qui est aussi un argument. On va en parler, on va y aller. Déchéance de rationalité, les tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu fou. C'est de vous, Gérald Bronner. Posons comme axiome, avant d'écouter notamment Maxime Nicole parler des attentats de Strasbourg, qu'une théorie est faible quand elle refuse de s'exposer à la possibilité même de sa réfutation. Mais vous pensez que ça a été organisé par le gouvernement ? Non, absolument pas. J'ai jamais dit que ça avait été organisé par le gouvernement. Mais vous comprenez que ça puisse être difficile pour les familles des victimes de cette attaque, que vous disiez encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un attentat ? Mais c'est violent pour ces gens-là. Si c'est violent, je m'en excuse pour eux, mais c'est pas dans le but d'être violent que je dis ça. Honnêtement, la manière dont vous l'avez dit, et le fait de dire aujourd'hui on ne sait toujours pas si c'est un attentat, ça relève un peu du complotisme. Si le fait de ne pas avoir de preuves, ça me donne pas confiance, et que c'est ça être complotiste, dans ces cas-là, bah oui, dans ces cas-là, je suis complotiste, parce que j'ai aucune confiance en ce que je vois pas. Dans ce dossier, vous me dites qu'il y a une vidéo. Ben moi, je vous dis, elle est où cette vidéo ? Vous me dites, vous pouvez pas la voir. Ben, je vous crois pas. Il s'appuie sur le fait, dit-il, que nous n'avons pas de preuves. Comment comprenez-vous cela ? Parce que l'argumentaire de Maxime Nicole pour dire que les choses ne se sont peut-être pas passées comme on dit qu'elles se sont passées à Strasbourg repose uniquement sur le fait qu'il n'a pas la preuve que les choses se seraient passées comme on le lui raconte. Oui, alors ce qui est très intéressant, déjà, c'est que ça ressemble tout à fait à la rhétorique complotiste. Oui. Il prétend ne pas avoir de théorie. Il dit non, je ne dis pas que c'est le gouvernement que... Je regarde. Mais il va pointer des anomalies. Et par exemple, le fait, une anomalie parfaitement compréhensible, qu'il n'ait pas accès à une vidéo qui donne lieu à un dossier judiciaire et une enquête, c'est tout à fait compréhensible. Mais alors évidemment, ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Alors ça peut paraître, c'est un vernis pseudo-rationnel. Ça peut paraître rationnel. Absolument. Ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Sauf que bon, le simple fait qu'il existe, il a sans doute pas vu son arrière-arrière-grand-père, par exemple, et il a preuve vivante que son arrière-arrière-grand-père a sans doute Il n'a pas non plus vu la Terre ronde. Voilà. Et c'est donc l'expression, je crois, de ce qu'on peut appeler un doute hyperbolique qui aboutit finalement à une forme de nihilisme intellectuel. Parce qu'effectivement, on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose, comme on le sait. Et donc, en réalité, ça masque un autre type de raisonnement très fautif. Quel est ce raisonnement ? Il faut se rappeler du contexte. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Et à chaque fois qu'un attentat ou quelque chose va survenir, comme par exemple les incendies aussi, l'incendie de Notre-Dame a donné exactement lieu au même genre de théorie, c'est-à-dire que le pouvoir politique utilise quelque chose pour distraire nos concitoyens du mouvement. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Et elle est fondée sur un mauvais raisonnement qui est simplement que deux choses arrivent en même temps. Oui, Maxime Nicole s'étonnait de la coïncidence entre les Gilets jaunes et les attentats. Voilà. Ça fait 1 an qu'on voit des Gilets jaunes. Il est évident que sur une période d'1 an, il va surgir des incendies, pourquoi pas des attentats dans notre période troublée, ou toutes sortes d'événements qui vont nous distraire du mouvement, excusez-nous, des Gilets jaunes, n'est-ce pas ? Et à partir du moment où vous pensez qu'une corrélation est une causalité, c'est-à-dire que deux événements qui surgissent en même temps sont expliqués l'un par l'autre, vous êtes quand même très très près de la pensée conspirationniste. Et donc voilà. Et le fait de ne pas accepter que des coïncidences puissent se produire et que tout cela est lié dans l'ombre par une théorie plus générale est précisément le stigmate le plus sûr d'une théorie du complot. Du théorie du complot. Vous avez parlé de Notre-Dame. 2 personnes, Nicolas Dupont-Aignan et Meyer Habib, tous les 2 députés, avaient déclaré qu'il fallait connaître toute la vérité sur l'incendie de Notre-Dame. Ce qui était une façon de laisser entendre qu'on nous cachait déjà quelque chose. Oui, mais le jour même de l'incendie, il y avait derrière un cahier des charges idéologique très précis et une intention qui n'a rien de scientifique, pour le coup, qui est tout à fait politique. Oui, tout à fait. Là, on est en pleine déchéance de rationalité, précisément. Et c'est toujours le même processus. C'est-à-dire, je n'ai pas de théorie, mais je me pose des questions. Évidemment qu'on a le droit de se poser des questions. On a un droit au doute en démocratie. Seulement, comme tout droit, ça doit s'accompagner de devoirs. C'est-à-dire, et les devoirs du doute, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'on doit penser méthodiquement. Une simple coïncidence n'est pas une preuve, en l'occurrence. C'est pas parce que le président de la République devait ce soir-là prendre la parole, je vous le rappelle, et qu'il a du coup différé sa prise de parole, qu'il a quelque chose à voir avec l'incendie de Notre-Dame. Ce n'est pas parce qu'il y a eu d'autres incendies, notamment à Saint-Sulpice, qui étaient survenus, je crois, quelques semaines ou quelques mois auparavant, que les deux faits sont reliés, que ce soit, par exemple, comme certains l'ont dit, des musulmans qui auraient mis le feu à Notre-Dame. Ça donnait lieu, d'ailleurs, vous
avez vu, à un attentat. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris une Kalachnikov et qui a tiré quand même sur des musulmans dans une mosquée. Là, pour le coup, il y avait un rapport de causalité Ah entre oui. une confusion idéologique et un geste fou. Et on voit que c'est des croyances qui ne sont pas, comment dirais-je, totalement non dangereuses. L'épisode dont nous parlons ici, cet épisode de South Park, est une pure merveille, comme bien souvent les épisodes de South Park. Le contexte est le suivant. Eric Cartman, qui est une sorte de diable, qui a 8 ans pour l'éternité. Eric Cartman est tellement pressé de récupérer la nouvelle Nintendo qu'il décide de se congeler lui-même pour attendre la sortie du truc. Évidemment, on ne le retrouve pas et il est exhumé, tel Hibernatus, 500 ans plus tard, dans un univers où Dieu est tout à fait mort, où la rationalité a pris le pouvoir et où des ligues rationalistes s'entretuent pour savoir laquelle est la plus logique. Et nous avons ici le résumé de tout cela. Se servir de la logique et de la raison n'est pas suffisant. Il faut aussi se conduire comme un connard envers tous ceux qui ne pensent pas comme vous. On est au cœur ici d'une rationalité, cette fois-ci, devenue folle. Oui, alors là, évidemment, la rationalité, si on en fait un mauvais usage, peut devenir en quelque sorte dogmatique, voire même une sorte de religion. On l'a vu au XIXe siècle, il faut se rappeler par exemple de la chapelle de l'Humanité, qu'on peut toujours visiter à Paris, qui est magnifique d'ailleurs. Elle est très belle. Effectivement, absolument un très beau bâtiment, mais qui est une trace de ce qu'en effet les revendications de rationalité peuvent être dogmatiques. Seulement, je parle bien de revendication, car en fait, si on fait un usage correct de la pensée méthodique, c'est un usage qui implique toujours une forme de concurrence intellectuelle. Et donc, à la limite, le modèle paradigmatique est la science. En science, si vous voulez, normalement, il y a un marché des idées qui est ouvert, qui est concurrentiel entre pairs. Alors évidemment, parfois, la connaissance aboutit à une fin, c'est-à-dire que la Terre n'est pas plate, Tranche, par voilà, c'est exemple, ça. et elle tranche. Mais par contre, on pourra discuter infiniment de la forme exacte de la Terre, avec ses infractuosités, ses monts, ses lacs, etc. On n'en finira jamais de trouver un modèle mathématique définissant dans l'infiniment petit la forme de la Terre. Donc la science, normalement, ménage toujours un espace de contradiction. On a plein de contre-exemples dans l'histoire, bien entendu, car les scientifiques sont des êtres humains. D'abord, ils sont corruptibles, potentiellement, mais aussi, ils tiennent à leur modèle. Quand vous avez travaillé toute votre vie sur un modèle scientifique, vous n'acceptez pas facilement qu'une simple anomalie puisse provoquer une révolution scientifique. Quand une hypothèse devient caduque, celui qui lui a donné le jour se sent un peu délaissé. C'est pour ça que la science est un travail collectif. Il y a des grands génies de la science, mais l'essence de la science, c'est tout simplement un marché de sélection des idées qui est le marché le plus drastique que l'humanité ait jamais produit. On ne peut pas mettre sur le même plan quelqu'un qui considère que la Terre est plate et quelqu'un qui dit que la Terre est ronde. Non pas parce que le second a raison, mais parce que le second pense contre lui-même ce que le premier ne peut pas faire. Sophie Mazet est professeure d'anglais au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Sophie Mazet, vous êtes l'auteur d'un livre que je trouve remarquable, que j'ai lu avec grand plaisir et que vraiment tout le monde devrait lire. Je le montre ici, un manuel d'autodéfense intellectuelle. C'est paru chez Robert Laffont, dans lequel c'est la professeure qui parle, qui partage son expérience et qui s'est trouvée souvent confrontée à des apparences de raisonnement qui étaient en réalité des sophismes. D'où vous vient cette idée et comment l'avez-vous conçue ? Alors, ce manuel d'autodéfense. L'idée, elle me vient de contact avec les élèves, de discussions que j'ai pu avoir avec les élèves. Mais alors ça, c'était il y a déjà 10 ans, en fait, donc ça commence à dater un petit peu. Les élèves sont les mêmes, peut-être? Alors les élèves sont les mêmes, le contexte a beaucoup changé. Donc il y a des choses que je fais très différemment maintenant, que je peux plus faire, d'autres que je peux... Voilà, c'est différent maintenant, mais c'est venu principalement de discussions avec les élèves. Et vous avez eu le sentiment, vous avez retiré de ces discussions que le désir de comprendre culminait parfois dans le fait de s'illusionner soi-même? Qu'est-ce que... Parfois, c'est-à-dire que le désir de comprendre, effectivement, entraînait parfois un refus de croire quoi que ce soit et qui finalement... c'est un petit peu la même chose que de tout croire, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une démarche où vous ne faites pas d'efforts intellectuels. Et moi, mon propos, c'était justement d'essayer de les aider, alors sans absolument leur dire quoi penser, puisque moi, j'ai des élèves qui pensent très, très différemment de ce que je pense. Et justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a des sujets, en fait, finalement, où discuter des faits ne suffit pas.
Donc sur des questions comme la laïcité, par exemple. Comment est-ce qu'on crée un espace commun, par exemple, avec quelqu'un qui est en position frontale avec vous, en position d'opposition frontale sur des questions comme la laïcité? Comment est-ce qu'on crée un espace de contradiction, qui ne soit pas un espace de guerre, mais un espace de discussion et donc de partage de vérités disparates? Alors, c'est pas toujours faisable. Mais non, je sais, c'est pour c'est ça. pas toujours faisable, ça mais dépend. c'est tellement important que... Ça dépend un peu du degré d'opinion, en fait. Ouais. C'est-à-dire du degré auquel... De conviction, vous voulez dire? Oui, du degré auquel, finalement, les faits ne vont servir à une personne qui a confirmé ses opinions. Ben, c'est la question du biais de confirmation. Finalement, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le règne de ça actuellement. Ce qu'on appelle, pardon, je le dis pour tout le monde, ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est le fait d'antéposer une hypothèse, enfin d'adhérer à quelque chose par principe et ensuite de s'amuser dans le réel à prélever ce qui va dans le sens de ce qu'on a décrété au départ. Mais qui sont parfois des choses du réel, c'est-à-dire que c'est pas forcément des contre-vérités qu'ils affirment. Donc ça dépend un petit peu de leur degré de conviction. Et puis, donc s'il est extrêmement élevé, des fois, il n'y a rien à faire, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, parfois, ils ont juste besoin de clarification. Donc, à ce moment-là, ça peut fonctionner. Et puis aussi, on peut passer par d'autres sujets. On peut parler d'autres choses pour expliquer une démarche. Et puis après, ils sont bien forcés d'adhérer à la démarche, puisqu'ils ont vu que c'était à peu près rigoureux. Donc, on peut parler d'autres choses, en fait. Ça marche aussi. Jean-Pierre Heudier est le président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Il y a un premier paradoxe qui nous dit que les vaccins sont un médicament sûr et efficace. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire déjà de dire qu'un médicament est sûr et efficace? Soit il est sûr, il n'est pas efficace, soit il est efficace, mais il n'est pas obligatoirement sûr. Les questions de couverture, d'immunité de groupe n'est exclusivement basée sur des modélisations mathématiques et non pas sur des observations biologiques. Vous savez bien que dans la nature, nous avons une relation avec les germes qui est essentielle. C'est-à-dire que sur Terre, il n'y a pas de vie sans germes. Il n'y a aucunement. Les virus, c'est pareil. Quel est le rôle du virus dans notre corps? Quel est le rôle d'une bactérie dans votre corps? Quelles sont les relations trophiques qui s'installent dans vos microbiotes, etc. Donc il y a aussi une question environnementale à poser. Est-ce que les germes sont nécessaires et comment ils participent à notre équilibre et à notre santé? Donc ces questions-là sont d'ordre complexe et nous n'avons pas les réponses. On nous qualifie d'irrationnels, mais ce n'est pas nous qui sommes irrationnels, c'est justement l'État. L'État qui a construit un discours qui n'évolue pas depuis 40 ans. On dit que les vaccins sont sûrs et efficaces. Et les vaccins ont sauvé des millions de gens. Mais sur quelle base? C'est le même discours depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 100 ans. Non, ce n'est pas vrai. C'est quasiment religieux. On est dans la foi et non pas du tout dans le rationnel, justement. C'est intéressant cette inversion. On nous qualifie d'irrationnel, mais c'est l'État qui est irrationnel. C'est lui qui est dans la foi, nous on ne fait que regarder les choses. Ce monsieur se présente comme un esprit libre, que le dogme ambiant n'impressionne pas, et dont la liberté de l'esprit consiste, rationnellement, posément d'ailleurs, à contester une version que rien ne prouve. Comment on répond à ça? D'abord, c'est un trait constant de la crédulité que de se faire passer pour de l'intelligence et de la rationalité. En effet, ce schème d'inversion, on le retrouve partout, et on voit bien, entre parenthèses, que certaines croyances ne sont quand même pas anodines et qu'elles ont un impact pour la santé publique. Je ne vais pas détailler tous les arguments de ce monsieur, mais celui qui me paraît le plus saillant, par exemple, c'est celui de l'immunité de groupe. Il dit que ce n'est pas quelque chose qui est vrai, alors que c'est tout à fait avéré. Sur la question de la rougeole, par exemple, si vous n'avez pas 90% de couverture, eh bien, vous avez un ressurgissement de la rougeole. Et ça, on le voit empiriquement un peu partout. Il y a des morts. Je pense à ce qui s'est passé il y a quelques semaines aux îles Samoa, par exemple, des dizaines de morts, les enfants prioritairement, parce que morts, plus de 60 morts, parce que, en l'occurrence, il n'y a que 30% de la population qui est vaccinée. Donc on voit bien qu'il y a un effet absolument mécanique. Et je dirais que là, il y a quelque chose de tout à fait saillant pour le vaccin, c'est qu'il est victime en quelque sorte de son succès. Et oui, là, il y a un effet de biais cognitif, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les effets du vaccin parce que la polio, parce que la variole sont des maladies qui ont quasiment disparu. Donc le vaccin est victime de son propre succès et laisse des délires comme ça s'exprimer en disant en fait, l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. C'est totalement faux et c'est peut-être la meilleure façon de convaincre un anti-vaccin. La seule chose qui a fonctionné expérimentalement, c'est de confronter quelqu'un qui est anti-vaccin à quelqu'un qui est porteur d'une maladie et qui aurait pu être sauvé s'il avait été vacciné. Voilà. Et ce choc-là fait un choc émotionnel et rationnel qui est de nature à faire un peu vaciller les convictions du croyant. Est-ce que méthodologiquement, vous adhérez à cette Oui, démarche? alors c'est d'autant plus intéressant parce que moi, c'est marrant parce que ce qui m'a frappé dans ces quelques minutes, en fait, c'est l'appel à la nature.
ou donc sophisme de l'appel à la nature. Effectivement, comme c'est naturel, ce serait mieux. Donc les germes, c'est super, les bactéries, c'est super. Donc j'imagine qu'il n'a jamais pris d'antibiotiques, ce monsieur. Et donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant sur la question de l'émotion. C'est vrai que ça a été montré, il me semble, sur les théories du complot aussi, que c'est l'appel à l'émotion en fait qui va, enfin c'est le fait d'être confronté donc finalement à une personne qui a été victime de telle ou telle maladie. On en trouve en fait des personnes qui ont été victimes de la polio, même en France, qui sont un petit peu plus âgées effectivement, mais on en trouve encore. Et que c'est ça qui peut fonctionner. Quand Étienne Chouard a fait cette sortie, Étienne Chouard, intellectuel des Gilets jaunes, a fait cette sortie sur les chambres à gaz, dont il a dit « moi je ne les ai pas étudiées, voilà. J'en ai jamais vues, etc. » Ce qui est l'argument classique du négationniste. Beaucoup des gens qui le connaissaient, dont moi d'ailleurs, lui ont écrit pour le supplier de regarder Shoah. Est-ce que c'est de bonnes méthodes de ce point de vue ? Oui, alors le problème, c'est peut-être une des seules méthodes qui est disponible, mais le problème, c'est qu'elle est déjà dévitalisée par ces gens, parce que la plupart du temps, ils considèrent que la source d'émission de l'information, de ceux qui ont produit... Est elle-même falsifiée. Est elle-même falsifiée. Donc on est vraiment dans un phénomène un peu d'ouroboros, c'est-à-dire de serpent qui se mord la queue. Et peut-être qu'une des meilleures méthodes, mais là je ne sais pas ce que vous en penserez, Sophie Mazet, c'est effectivement, plutôt que de confronter les croyants directement à leurs croyances, parce qu'on a un effet qu'on appelle, c'est un effet boomerang en quelque sorte, souvent ça renforce les croyances. Oui, ça donne le sentiment qu'on est du côté ennemi. Absolument, et donc ça dialectise la relation, et rien de bon ne peut en sortir souvent. On peut aller plus profondément, c'est-à-dire sur le socle du raisonnement, parce qu'il y a toujours des raisonnements. Et quand on a dépouillé le raisonnement, je dirais, de sa chair idéologique, les individus sont peut-être plus aptes à accepter qu'ils ont raisonné de cette façon et que ce n'est peut-être pas la meilleure façon de raisonner. D'accord, mais alors prenons le cas du vaccin, encore une fois. Tous les arguments des anti-vaccins ont été réfutés et pourtant, ça n'a pas de prise sur le dogme des anti-vaccins. Comment expliquez-vous cette résistance du dogme aux objections qu'on peut lui apporter qui sont factuelles, Sophie Mazet ? Je n'ai pas forcément les outils pour tout expliquer. En partie, je dirais que ça tient aussi au biais de confirmation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont forgé leurs opinions, ces personnes-là, ça devient en fait impossible, même en leur présentant des faits, ça devient tout à fait impossible de leur faire changer d'avis, même si on leur présente voilà, des choses qui sont scientifiques. Et alors c'est marrant parce qu'il y a un État des États-Unis où ils ont trouvé une sorte de ruse, alors qui encore une fois implique de s'adresser à des personnes d'un degré de conviction différent. Il y avait une possibilité d'envoyer ses enfants à l'école sans qu'ils soient vaccinés. Il fallait simplement un certificat officiel qui disait que par choix religieux, conviction personnelle, on ne voulait pas faire vacciner ses enfants. Et alors en fait, comment cet État a résolu le problème de la couverture vaccinale qui avait drastiquement baissé ? Ils ont juste rendu le fait d'obtenir ce certificat plus difficile. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait le faire sur Internet ou par téléphone, ça marchait très bien. Hop, j'ai mon certificat, j'envoie mon enfant à l'école. Et puis maintenant, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut un rendez-vous avec un officiel du gouvernement. Et là, en fait, la couverture vaccinale a remonté, je crois, de 10%, quelque chose comme ça, en un an, ce qui est quand même pas si mal. Donc la paresse est un argument, autant que c'est un argument inattendu, mais ça a marché. Vous connaissez l'un et l'autre l'argument de Bertrand Russell sur la théière spatiale. En peu de mots, c'est dans un article intitulé « Is there a God ?» Dieu, y a-t-il un Dieu ? L'argument est le suivant. De nombreuses personnes... Alors, comme il le dit, voilà. « Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil... personne ne serait capable de prouver le contraire, pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Sauf que le fait qu'on ne puisse pas prouver que la théière n'est pas en orbite entre le Soleil, la Lune, Mars et la Terre, le fait qu'on ne puisse pas prouver cela ne prouve pas que la théière s'y trouve. Oui, c'est la question de à qui revient la charge de la preuve. C'est-à-dire, c'est très important cette question de l'inversion de la charge de la preuve. Mais absolument, c'est-à-dire que et cela on le retrouve. Parce que Maxime Nicole tout à l'heure laisse entendre, voilà, moi je trouve ça bizarre qu'il y ait un attentat en même temps que les Gilets jaunes. Prouvez-moi que j'ai tort de trouver ça bizarre. Donc il inverse de ce point de vue la charge de la preuve. Mais on ne peut pas prouver l'absence de complot. On ne peut pas prouver qu'il n'y a pas eu de complot. On ne peut pas prouver qu'il n'existe pas de licorne, par exemple. Comme on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Absolument. D'ailleurs, ce n'est pas une question scientifique à proprement parler.
La question de l'existence de Dieu. La question de l'existence de Dieu n'est pas scientifique car aucune méthode ne peut nous permettre d'approcher cette question. Ce qui peut être traité rationnellement, c'est la revendication de certains croyants qu'il existe des preuves de l'existence de Dieu. Par exemple, le Saint-Suaire de Turin serait une preuve. Et non, malheureusement, on l'a daté au carbone 14 et il date, je crois, du XIIIe siècle. Le fait qu'il y Peut-être aurait que Dieu est né au XIIIe siècle. plus de... Alors à ce moment-là, il faut revoir effectivement l'histoire religieuse. Le fait qu'il y aurait plus de miracles à Lourdes que dans les milieux hospitaliers. Et non, parce que j'ai un peu regardé les calculs et c'est pas le cas. Donc vous voyez, on peut traiter les preuves de l'existence de Dieu, mais pas de l'existence de Dieu en soi-même. On va lancer une théière dans l'espace, on va voir On va voir ce qui va se si elle passer. ne retombe pas, je considère que la théière se trouve toujours Absolument. dans l'espace. Hein. Alors attention, hein. On y est. Vous êtes prêts? Donc c'est une théière spatiale. De deux choses l'une, soit elle retombe et on peut avoir un doute sur le fait qu'il y a une théière en orbite, soit elle ne retombe pas, et alors, ce sont les adversaires de Russell qui ont raison, j'ai toujours voulu faire ça. Vous êtes prêts? On est prêt. Allez. Mais elle vole. Ah bah si ça se trouve, Dieu existe. Ce n'est pas la vérité qui permet de faire la différence entre le réel et le n'importe quoi. C'est la rigueur, c'est la méthode. Et la méthode est de penser contre soi-même. Le signe du dogmatisme n'est pas seulement de croire qu'on dit vrai et que tous les autres ont tort, mais d'oublier que la raison doit d'abord, dans une démarche critique, se donner à elle-même des limites, sous peine de devenir la meilleure alliée du délire.